Bonjour, Laurent Roland Toneikes. Carole, on a eu bonjour. Pardon, on m'a dit bonjour. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, bonjour. Alors, Oumar, bonjour. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Que de mauvaises nouvelles depuis le début de la semaine. Un deuil dans le monde du football béninois. Razak Omo Toyosi s'en est allé hier au Nigeria. Oumar Adeyanju. Malheureusement, en début de matinée, on entendait, l'information était confirmée tantôt, après d'autres venaient dire non, que ce n'était pas avéré, et puis après, finalement, c'est confirmé. C'est vrai que depuis un moment, celui qu'on appelle le taureau de Pobet, si vous vous souvenez, avait lancé, on va dire, des cris de détresse ou des SOS un peu sur Internet. Et moi, personnellement, je n'y croyais pas. Je me disais que c'était les rumeurs d'Internet, voilà, c'était des ragots et que, bon, apparemment, il avait des soucis. Sa maison avait été brûlée dans un incendie et certainement lui-même avait peut-être des soucis ou qu'il était peut-être blessé lors de cet incendie-là. Et finalement, on apprend son décès. Ça fait quand même un peu mal, enfin pas un peu mal, c'est triste, je veux dire, c'est très triste parce que c'est l'une des gloires du football béninois, c'est l'un des meilleurs buteurs du football béninois, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur de toute l'histoire du football béninois. Et quand ces personnes-là lancent comme ça des cris de détresse, je pense que les autorités auraient pu chercher à savoir ce qui lui arrivait, parce que c'est l'image du Bénin, Razak Omo Toyosi, c'est l'image du Bénin, quel que soit ce qu'on dit. C'est vrai qu'il résidait au Nigeria, il n'était pas au Bénin, il n'avait certainement pas peut-être de contact très direct comme ça avec les autorités actuelles en matière de sport, mais il reste quand même quelqu'un qu'on devait normalement donc avoir l'œil sur lui et garder le contact avec lui, parce que, comme je le dis, c'est l'une des anciennes gloires du foot et c'est pas quelqu'un de très ancien non plus, c'est les gloires vraiment récentes, c'est la même période que les Sessegnon et tous les autres. Ce sont ceux-là qui ont porté les couleurs donc du Bénin à une certaine époque. Et on se souvient de certains matchs. J'ai pas les rencontres en tête comme ça, mais on se souvient de certains matchs où vraiment il a fait vraiment honneur à ce pays-là. Et on devait pouvoir le lui rendre au moment où il lançait ses SOS. Peut-être que comme moi, les autorités n'y avaient pas cru. Peut-être qu'on a cru que c'était des rumeurs d'Internet. Mais bon, c'est triste qu'ils partent ainsi. C'est peut-être le moment aussi d'envoyer un petit message à tous nos frères footballeurs aussi, qui arrivent à avoir ne serait-ce que cette petite carrière internationale, un peu comme Razak. Il a beaucoup joué en Europe, il a bourlingué dans toute l'Europe à travers donc le football. Avant même d'aller en Europe, il a commencé déjà, je crois, en Afrique ici, en Afrique du Nord notamment. Et là-bas, ça paye plutôt bien aussi. C'est le moment aussi de savoir comment est-ce qu'on gère l'argent. Faut pas donc dilapider les sous pendant qu'on est jeune. On se dit que non, on est de la fleur de l'âge. Si ça finit demain, dans tous les cas, après-demain, j'aurai encore un autre salaire. Et si ce club ne veut pas de moi, un autre voudra. Et donc, l'argent est là et on se dit peut-être que on est à l'abri de tout. Donc, voilà, on est à l'abri du besoin, on est à l'abri de tout. Donc, il faut penser à ces moments difficiles-là. C'est vrai qu'on ne peut pas s'asseoir et commencer à imaginer le pire sur soi-même, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie, ça peut arriver à tout moment. Donc c'est le moment aussi de savoir donc s'organiser, de savoir être économe. Parfois, on doit vivre, je suis complètement d'accord avec eux. C'est des gens qui ont beaucoup de pression, qui passent toute leur journée à s'entraîner. C'est très éprouvant sur le plan physique, sur le plan mental, parce que c'est de la concurrence, c'est dur. Il faut s'évader, il faut se déstresser. Cet argent-là aussi est là pour ça, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il faut penser également à, comment on appelle, à demain, comme on dit dans nos langues. Il faut penser à demain, parce que demain, il n'y a rien de trop sûr par rapport à demain. Donc, à partir de cet instant, il a été confronté à cette incertitude-là de demain, comme on dit. Et finalement, il avait des difficultés. Et ces difficultés-là ont peut-être conduit à ce qu'il parte un peu trop tôt dans la fleur de l'âge, on va dire, puisque je crois officiellement, il a 39 ans. Voilà, donc voilà un peu la situation. C'est un peu difficile à supporter.
Mais bon, l'amour fait partie de la vie, on doit pouvoir l'assumer aussi. Espérons maintenant que les autorités accompagnent sa famille, accompagnent sa descendance pour que, ne serait-ce que l'inhumation et l'après Razak Komboté aussi, ne serait-ce que pour ses enfants, soit plutôt, on va dire, je ne vais pas dire agréable, mais en tout cas soutenable et supportable par ses enfants. Alors, Roland, Laurent, Tony, qu'est-ce que... Oui, Razak Komboté aussi, c'est une grande figure du football béninois. C'est celui qui a marqué le premier but du Bénin à une Coupe du Monde, notamment la Coupe du Monde Junior 2005 en Australie. C'est lui qui a marqué le premier but du Bénin, évidemment. C'est 21 buts en 47 sélections pour l'équipe nationale. Et donc, c'est une figure non négligeable. Il a apporté beaucoup au football béninois. Et oui, on a vu tous en juillet dernier, quand sa vidéo circulait où il montrait les décombres de sa maison ravagée par un incendie. Il appelait à l'aide, on a pu voir. Est-ce que les gens sont envolés à son secours? Je ne sais pas. Et puis, quand on apprend qu'il y a 2 semaines, exactement, Sal Concert a décédé également, je crois que c'est tout un ensemble de situations qui s'abattent sur lui et peut-être qu'il n'a pas su gérer, peut-être qu'il n'a pas eu les personnes nécessaires autour de lui. Parce qu'à proprement parler, on n'a pas encore de précision, mais les premières informations font état de ce qu'il n'était pas malade. Donc, est-ce que c'est le stress, c'est la pression, est-ce que c'est le souci? On ne sait pas, peut-être que d'ici là, on sera mieux situé. Depuis quelques années, il est installé à Lagos, c'est là-bas il vit, et donc déjà loin un peu du Bénin. Je ne sais pas si c'est ça qui a peut-être aurait retardé un peu l'assistance des autorités béninoises, parce que oui, il n'est pas en territoire béninois, donc s'il était au Bénin, peut-être que la réponse aurait été spontanée, automatique, même le peuple pourrait se manifester, mais pour quelqu'un qui est jusqu'à Lagos, je ne sais pas trop. De toute façon, je crois que Ouma a soulevé un problème très important. Vous savez, quand vous suivez la dernière interview de Stéphane Sesseyon, avec notre confrère Eman Amenga de la télévision nationale, il expliquait qu'il lui est arrivé de dépenser 1 million en une journée. Il lui est arrivé de bousiller 1 million en une journée dans une fête, ou bien dans une boîte, tu sais, comme ça. Et donc, quand vous entendez des trucs comme ça, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, à un niveau donné de la gloire, c'est que vous avez envie de faire tout, de tenter tout. Des folies. Et donc, oui, évidemment. Sauf que, oui, ces folies que vous tentez parfois, il faut penser à investir quelque part. Quand vous prenez Adebayo aujourd'hui, il est au Togo, il vit très bien. Et vous voyez, comment vous appelez son parc automobile, vous voyez comment il dépense l'argent, comment il vit. Parce qu'ils investissent. Quand vous voyez Didier Drogba aujourd'hui, quand vous voyez Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est des gens qui, à un moment donné, on me dira que ceux-ci n'ont pas gagné autant d'argent comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, mais attention, il y en a qui ont gagné de peu et qui ont su investir à un moment donné pour ne pas se retrouver dans une situation difficile. Et donc, je pense peut-être que oui, à un moment donné, on n'en sait rien, peut-être que oui, à un moment donné, Razak s'est retrouvé dans une situation sans moyens. Combien a-t-il gagné au cours de son parcours professionnel en tant que joueur? Qu'est-ce qu'il en a fait? N'oubliez pas que parfois aussi, certains joueurs qui sont très ingénieux, très intelligents. Quand ils gagnent l'argent, tout est rapatrié directement en Afrique. Mais il y en a qui déposent en Europe, sur les comptes. Et là-bas, vous savez qu'il y a des tasses, certaines choses à payer. Donc, du coup, ça vous ruine également. Donc, je crois que quand on regarde un peu cette situation, puisque quand vous regardez un peu certains professionnels, un joueur professionnel, quand vous voyez comment est-ce qu'ils finissent après, ça doit interpeller la jeune génération. Vous dire attention, oui, football, la gloire, oui, la folie, oui, mais attention, parce qu'une maison qui brûle en juillet, celle qui décède en août, et puis après, vous-même vous mourrez peut-être. Est-ce qu'on peut lier ça à des soucis? Et si c'est des soucis véritablement, ça veut dire qu'en réalité, il y a matière à se poser des questions. Nous n'allons pas trop nous attarder sur ça, mais nous allons peut-être dire paix à son âme, repos éternel, condoléances à sa famille, et que cette situation inspire d'autres joueurs professionnels, et que également aussi, parce que le vrai problème, c'est que parfois nous n'avons pas une politique de suivi de certains talents, et ça, il faut l'avouer. Bon, on vous dira que, puisqu'on parle de l'appelait le taureau de Pobet, évidemment, il gagnait beaucoup d'argent dans la sélection nationale, mais comment gagnait-il ces millions également? Comment ça se passait, tout ça là? Est-ce que, parce que, oui, si, je ne sais pas s'il a une maison au Bénin ici, mais s'il y avait une bonne politique, c'est qu'il devrait avoir une maison ici au moins, tout ça là.
de sorte qu'à la fin de son parcours, parcours professionnel, il décide de s'installer au Nigeria, c'est peut-être pour faire des affaires, ainsi de suite. Je pense véritablement qu'il faut trouver les mécanismes d'accompagner nos athlètes, nos joueurs, nos talents, pour que demain on n'arrive pas à entendre des trucs comme ça. Quand une maison est ravagée par un incendie et que vous le voyez venir sur les réseaux sociaux demander de l'aide, il y a matière vraiment à se poser des questions. Est-ce que véritablement, si il avait les moyens, il serait venu, vous imaginez que Dieu les en préserve, hein, mais est-ce que vous imaginez voir une maison de Samuel Eto'o brûlée ou bien Touba brûlée et venir demander de l'aide sur les réseaux sociaux? C'est pas évident. C'est pareil pour Adebayor. Donc il y a matière à repenser et à réfléchir, à voir des managers dignes autour de certains joueurs, de certains athlètes pour leur parler comment il faut investir pour l'avenir, pour ne pas en arriver à être en train de quémander ou mendier à la limite sur les réseaux sociaux. Paix donc à l'âme de l'illustre disparu, nous allons dire. Oui, paix à son âme, mais moi j'aimerais quand même ajouter un petit, comment on appelle, un petit mot en plus. C'est des personnes qui ont engrangé une grande expérience sur le plan, on va dire, du football tout au long de leur carrière. Donc ce n'est pas des gens à abandonner non plus. On a une relève également à assurer dans ce secteur-là. C'est des gens sur qui on doit donc s'appuyer normalement. Les laisser comme ça partir dès qu'ils finissent, c'est pas très intéressant. Il y a certains qu'on doit tout faire pour garder. Alors qu'ils ont de l'expérience. Voilà, alors qu'ils ont de l'expérience qu'ils peuvent transmettre à la jeune génération. Par exemple, je prends Mika Poté qui fait quelque chose d'énorme au Bénin. Voilà, Michael Poté. Donc, quand il crée son académie Joseph Poté, c'est quelque chose de très bien. C'est son argent. Il aurait pu garder son argent et faire comme tous les autres, s'amuser avec ses sous. Et bon, personne ne lui en voudra pour ça. Mais lui, il est revenu. C'est quelqu'un dont il faut prendre la graine également par rapport aux joueurs. Mais par rapport aux autorités aussi, il faut comprendre que ces gens là sont des personnes ressources. Il ne faut pas les laisser partir. C'est depuis qu'il est parti, qui le voit maintenant? Qui le voit? Qui sait ce qu'il devient? En Europe, voilà, mais il faut il se fait former, sauf erreur de ma part. Voilà, mais il faut trouver un moyen par les autorités aussi de voir, enfin, mettre en place un dispositif pour que ces personnes-là puissent rendre également au pays ce que le pays leur a donné, parce qu'ils ont donné beaucoup au pays, mais à un moment aussi, ils reçoivent quelque chose du pays. Il est bon qu'il y ait un retour d'ascenseur, et ça aussi, il faut une veille par rapport à ça. Il faut que les autorités pensent à ça, et je pense que c'est très important. Par exemple, Michael Poté encore, je crois qu'il est intégré dans l'une des équipes du Bénin encore, l'une des équipes du championnat national où il intervient, je crois que ça doit être Coton ou je ne sais plus une autre équipe, où il intervient pour donc former les plus jeunes. Et c'est de la transmission. On en a besoin si on veut que la politique sportive au Bénin prenne véritablement. C'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Il ne faut pas les laisser partir comme ça dans le dénuement complet. Ce que j'essaie de dire, en fait, est-ce que ce n'est pas le fait qu'il aille s'installer au Nigeria, qui a peut-être... oui, créer la distance et le contact s'est rompu avec les autorités. On voit Moussa Latoundji aujourd'hui qui travaille avec l'équipe nationale. Donc, est-ce que le fait qu'il s'installe à Lagos n'a pas créé la distance au point où les gens se sont... Il y a beaucoup de binationaux parmi eux aussi. Oui. Et donc, quand ils finissent avec leur carrière, ils ont tendance à vouloir retrouver aussi la famille. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. Cessignon, il est binational. Il est ivoirien également. Moi, j'ai grandi dans le même quartier que lui. Je l'ai vu jouer tout petit, on a joué tous ensemble. Donc, si un jour il veut retourner auprès de ses parents, il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison qu'on l'en veuille pour ça, je veux dire. Mais au moins, pouvoir donc le garder comme l'une des gloires du football et pouvoir bénéficier donc de toute l'expérience qu'il a acquis, c'est important. C'est important de penser à ça aussi. Deuxième sujet à aborder sur ce plateau, bruit entre Yayi, Talent 2026, le dernier acte. C'est une interrogation à laquelle nous allons également essayer de répondre sur ce plateau. Laurent Toneikes. J'ai l'habitude de dire que le 2026, c'est le match retour entre Patrice Talon et Boni Yayi. Bruy né en 2012, on a pu voir, d'abord Bruy né en 2009 ou 2010, après il y a eu réconciliation, ce qui a contribué au chaos en 2011. Et puis après, la Bruy est revenue en 2012. On a vu le match officiel entre Patrice Talon et Boni Yayi en 2016, ce qui a contribué, en tout cas, ce qui a donné la victoire à Patrice Talon, ce que Boni Yayi en 10 ans n'a pas encore digéré, n'a pas encore accepté. Il travaille ardemment pour revenir à la charge pour gagner le duel en 2000. Comme vous appelez 26, c'est pour que ce soit
un match nul. Mais dans tout ça, c'est le peuple qui souffre. Parce que quand les éléphants se battent, c'est les zèbres qui en souffrent. Et donc, évidemment, et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que dans cette affaire de Boni Yayi et Patrice Talon, il faut qu'on fasse l'effort de se mettre hors de ces deux personnalités qui, en griffe, pour moi, ont pris en otage le destin du Bénin depuis 20 ans. Parce que, oui, 2006, c'est Boni Yayi, Patrice Talon, soutien de Boni Yayi qui a aidé Boni Yayi à conquérir le pouvoir d'État. Ils ont pris le pouvoir, ils ont géré jusqu'en 2009-2010, quand il y a eu du bruit, après il y a eu réconciliation, et puis il y a eu des compromissions, ce qui a contribué à Patrice Talon de revenir à la charge pour soutenir son ami de 2006 pour qu'il ne gagne pas KO historique 2011. Et 2012, la brouille est revenue parce que pour des questions d'intérêt et pour des questions de mécompréhension, évidemment, sur un certain sujet, la brouille est revenue. Et puis on a vu ce que ça a donné. Et donc aujourd'hui, dans tout ça qui souffre en réalité, c'est le peuple béninois qui souffre. Parce qu'au fond, nous n'avons fait pour rien faire pour mériter ça. Pourquoi est-ce qu'on fait subir ça? Deux personnalités qui décident maintenant du sort du Bénin, à ma compréhension. C'est-à-dire que oui, Patrice Talon dit, ça n'arrivera pas comme ça avec moi. De toute façon, Boni Yayi dit jamais avec moi. Et on a vu 2016, la bataille de 2016. Donc là, maintenant, on voit le même schéma. Dernier acte, oui, dernier acte. Et un acte Parce que ce qui est bien dans 2026, c'est que les deux sont fort clos. Maintenant, c'est qui va positionner son dauphin et qui va prendre le dessus dans ce duel-là. C'est ça qui est question. Parce que, c'est ça qui est question. Parce qu'en 2016, évidemment, Boni Yayi était folklore, mais l'autre quand il n'était pas folklore, était quand même avait la possibilité d'être président. Et donc, il a été. Et maintenant que les deux doivent choisir, et c'est pour ça que vous voyez que je continue de dire que la loi électorale, le code électoral qui existe aujourd'hui, c'est que ça donne pouvoir toujours à ces deux personnalités en réalité. Parce que dans l'opposition, ceux qui sont candidats, d'abord pour les législatives également, ceux qui sont candidats, ça dépendra du bon vouloir de Boni Yayi au niveau du Parti des démocrates, parce que vous faites toutes les listes, évidemment, s'ils ne valident pas, c'est que ça ne passera pas. Du côté de la mouvance également, ceux qui seront positionnés pour l'UP, le renouveau, le BR, si Patrice Talon ne valide pas, ça ne passera pas. Les gens ont beau dire qu'ils sont présidents du parti, ils ont beau circuler dans tout le Bénin pour montrer qu'ils sont présidents du parti, pour dire qu'ils sont candidats naturels, s'ils le veulent bien. Mais évidemment, la dernière décision reviendra au maître à penser, Patrice Talon. Maintenant, parlons de la présidentielle également. Quelle qu'en soit la figure du duo qu'on va présenter, ça va être du choix et de la volonté politique, de la volonté de Patrice Talon au niveau de la mouvance, et également de l'opposition aura du choix. Ce serait le choix et la volonté, la décision finale de Boni Yayi. Du coup, c'est toujours un dernier acte, et oui, c'est un match retour de 2016, qui se joue 10 ans après. Et véritablement, qui sera le meilleur coach? Parce qu'il s'agira maintenant de présenter des candidats qu'il faut coacher avec le discours, avec les actes, les paroles, les discours. Et donc, oui, est-ce que Boni Yayi sera le meilleur coach pour prendre sa revanche sur Patrice Talon, ou bien Patrice Talon va confirmer sa suprématie en tant que coach en faisant passer son dauphin? Wait and see. Oui, j'ai bien écouté. Je pense que d'abord, je vais revenir sur un premier truc. Libération a écrit 2026, le dernier acte, et il y a un petit sous-titre entre parenthèses. Et moi, j'aime voir le verre, c'est-à-dire à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je préfère la paix des braves pour davantage révéler le Bénin. Moi, ça me conforte, ça me rend plus optimiste. J'estime que ce tout sous-titre entre parenthèses est beaucoup plus optimiste que tout ce on peut dire autour, donc, je vais dire de la brouille, voilà. J'aime bien le thème brouille. C'est pas un combat, c'est pas un conflit, la petite brouille. Donc, et moi, je pense que c'est de l'ordre normal des choses, qu'il y ait des brouilles comme ça dans l'arène politique, entre partis politiques ou même entre personnalités de premier rang sur le plan politique. Et moi, je ne vois pas ça forcément comme quelque chose de négatif. C'est bon aussi pour le pays. C'est ça l'animation de la vie politique. C'est ça qui nous donne aussi du grain à moudre chaque matin. C'est ça aussi, on s'attaque, on se dit, on s'envoie des pics parce qu'on est plutôt d'accord avec cette vision ou pas avec l'autre vision, voilà, ainsi de suite. Donc moi, je pense que le dernier acte, la question, c'est-à-dire, est-ce que c'est le dernier acte? Moi, je pense que ça dépend de comment ceux qui sont censés prendre la relève vont faire le travail également. Il y a quelques années en arrière, je vais prendre peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, au Bénin,
c'était Soglo, Kérékou, et Amoussou, et comment l'autre s'appelle, Maître Adrien Ougbedi. C'était ceux qui avaient les destinées, si vous voulez, du pays. Et on n'a pas crié que bon, voilà, c'était quelque chose de grave et tout, mais ceux-là avaient donc la destinée du pays. Aujourd'hui, c'est Talon et Yahi. Et c'est vrai que c'est des personnalités de premier rang, mais qu'est-ce que vous voulez contre le fait que Talon soit aujourd'hui celui qui est une personnalité de premier rang? Qu'est-ce que vous voulez contre le fait que Yahi soit aujourd'hui quelqu'un qui est une personnalité de premier rang sur le plan politique et que ça voit compte dans l'arène politique? Moi, je pense que c'est de l'ordre normal des choses. C'est le destin de peut-être la personnalité. C'est le destin également du pays. C'est des gens qui ont une certaine aura. Et donc, leur aura rejaillit finalement sur toute la destinée du pays. Ça compte également. Et ce sont eux qui sont comment on va dire, qui sont en responsabilité, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la mouvance présidentielle. C'est eux les ténors. Et donc, beaucoup de choses passent par eux. Maintenant, est-ce que c'est le dernier acte? Ça dépend de la jeune génération qui va prendre la relève, ça dépend de ce qu'ils veulent en faire. Parce que moi, je suis sûr d'une chose. Eux, c'est des combatifs, c'est des gens qui n'abandonneront rien, qui ne vont pas se laisser faire. Dans leur parti politique, ils essaieront toujours d'exister. Ils ne vont pas là à la retraite politique. Ils sont politiques à vie. Ils sont là comme ça. Peut-être pas occuper des postes de responsabilité au niveau donc de l'appareil d'État à vie, non. Mais ne serait-ce que leur avis, leur conseil, on le voit avec, comment on appelle, le président Soglo. Malgré le poids de l'âge, il est là, il intervient, il dit ce qu'il pense. Et je pense que ça sera exactement comme ça. Donc, il dépend maintenant ça dépend maintenant de la jeune génération, de comment est-ce que elle aussi, elle veut donc que ces personnes-là interviennent. C'est à eux de pouvoir s'imposer, de pouvoir dire, OK, vous avez fini votre temps, ou bien comment est-ce qu'on fait, voilà. Donc, ainsi oui, mais moi je pense que ça sera pas... La jeunesse a quel pouvoir pour décider dans quelle fonction politique? C'est possible. C'est possible. Moi je pense que c'est possible. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes dont on n'entend plus parler d'eux, c'est que il y a une génération qui a pris le pas à un moment, qui a pu s'imposer à un moment et qui les a donc relégués, si vous voulez, aux oubliettes. Ce sera la même chose aussi pour eux. Ça dépend de comment est-ce que l'arène politique est gérée. Comment on appelle, la vie politique est gérée par toute la jeune génération qui va prendre le relais. Vous l'avez dit vous-même, ils sont folklore, on n'entendra plus parler d'eux, ne serait-ce que dans tout ce qui a rapport avec la présidentielle. Ils ne viendront pas pour dire... Ils sont folklore, je ne veux pas dire qu'on n'entendra plus parler d'eux. Non, quand je dis ça, voilà, c'est pourquoi je dis ça dépend de la relève. De 2026. Oui. Peut-elle vraiment marquer la fin des rivalités entre ces deux personnes? Non, je ne pense pas que ça puisse marquer forcément la fin. Non, je ne pense pas. Parce que le combat politique, c'est ça. Chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça change, non. Il y a eu le très proche de la population avec des mesures on va dire très sociales. Mais vous pensez que du jour au lendemain, il va dire non, c'est bon comme ça, non, c'est bon. Moi aussi, je suis devenu comme Talon. On va être très rigoureux, on va mettre les choses en place, on va faire... Non, chacun avec sa vision, vous voyez un peu. Donc, ils vont toujours l'exprimer, ils sont là, c'est les Béninois, ils auront droit à la parole. Et donc, ça dépend de la place, justement, que la relève va leur laisser. C'est jamais la jeune génération de politiciens, ou bien de politiques, si vous voulez, qu'on va avoir très bientôt, leur laisse toujours la main, mais ils prendront, ils vont agir dans le pays, et ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce que je dis, c'est à eux aussi de prendre leur destin en main, toute cette jeune génération-là, qui sont dans les partis politiques, tous ceux qui se font, donc, on va dire, et épaulés par tous les leaders des partis politiques. C'est à eux de montrer, d'honorer également ces leaders-là qui croient en eux, qui leur donnent la main en tant que jeunes et donc de poursuivre le combat. Mais si vous ne faites rien et que vous restez toujours dans votre poste et dès qu'on vous donne la parole, oui, je pense que c'est bien, c'est une bonne chose, c'est de la vision du chef de l'État. Non, je pense que c'est une bonne chose, c'est ce que le président a décidé et donc c'est toujours eux le repère. Mais à un moment, ne vous étonnez pas qu'ils reviennent et qu'ils disent oui, étant donné que nous sommes toujours les repères, voilà ce que nous disons, voilà ce que nous voulons. Donc à un moment, la jeune génération, la relève sur le plan politique doit pouvoir s'imposer aussi, imposer peut-être une nouvelle dynamique pour pouvoir donc évoluer, c'est ça aussi, évoluer, permettre aux anciens d'aller se reposer et aux plus jeunes de prendre donc le relais. Mais c'est trop facile de le dire ainsi parce que nous sommes dans l'arène politique et c'est des personnalités de premier rang. C'est des gens dont la voix compte énormément. Il suffit seulement qu'ils sortent dans la rue. Yahi Bouni sort dans la rue, vous allez voir le monde autour. Talon sort dans la rue, vous allez voir le monde autour. Donc, leur voix compte, leur aura
pèse effectivement dans l'arène politique, dernier acte, ça serait trop facile de dire non, c'est le dernier acte. Moi, je ne pense pas. Roland, je vous retourne cette même question. La présidentielle de 2026 peut-elle vraiment marquer la fin des rivalités entre Yahi Boni et le président Patrice Talon? Avant de répondre à votre question, je reviens sur la question de la jeunesse, parce que oui, quand je suis Oumar Déandu, j'ai envie de lui dire, soyons réalistes, parce que les jeunes, véritablement, dans les formations politiques, n'ont pas encore le pouvoir de s'imposer à proprement parler. Au passage, je salue notre jeune frère Serge Defodi qui a lancé son livre le week-end dernier sur une grande représentativité des jeunes pour les prochaines élections. Et donc, il est jeune du parti Bloc républicain. Vivement que son livre inspire les responsables de son parti et que les jeunes soient davantage positionnés. Parce que dans ce parti, vous voyez beaucoup de jeunes qui parlent, qui prennent la parole, qui ont du potentiel, mais après, vous allez voir que c'est les vieux politiciens qui seront encore positionnés malheureusement. Donc, attendons de voir, vivement que son livre inspire ses responsables. Alors, et puis, maintenant, pour répondre à votre question, moi, je crois véritablement que les élections présidentielles de 2026 peut sonner la fin de la rivalité entre les deux personnalités à une seule condition. S'il y avait un troisième larron pour lequel le peuple avait la possibilité d'aller faire un choix. Mais malheureusement, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, ce n'est pas évident à proprement parler d'espérer avoir un troisième larron qui pourrait prendre le pouvoir et maintenant ça va faire taire les rivalités entre les deux personnalités. Mais dans la situation que nous vivons actuellement, c'est que c'est soit le candidat de Patrice Talon qui passera ou soit le candidat de Boni Yahi qui passera. Et dès lors que c'est le candidat de Boni Yahi qui passe, c'est qu'ils vont devoir vouloir régler les comptes avec ce qui s'est passé et ça va continuer. Et si c'est le candidat de Patrice Talon qui passe, il n'y a que les autres vont continuer à dénoncer et espérer qu'en 2031, qu'ils reviennent à la charge. Donc la rivalité ne va pas finir de cette manière. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui n'est pas sous le contrôle des deux personnalités politiques qui prennent le pouvoir, à un moment donné, vous allez voir qu'ils seront obligés. Vous allez voir même d'ailleurs leur soutien s'aligner derrière cette nouvelle personne-là. Et puis, cette rivalité va prendre, à proprement parler, pas totalement fin, mais on va plus sentir cette rivalité. Parce que quand vous regardez bien le 2016 aujourd'hui, là, on ne parle que des deux, hein. On ne parle que de Boni Yahi et de Patrice Talon. Quand Patrice Talon fait ses actions au sommet de l'État, Boni Yahi qui sort pour faire cette dénonciation. Et puis quand Boni Yahi sort pour haranguer la foule, évidemment, Boni Yahi qui reste dans son... Pardon, Boni Yahi sort pour haranguer la foule, Patrice Talon qui reste dans son bunker à la présidence et qui observe de loin et qui pose des jalons, qui pose des actions, qui met en place des stratégies pour contourner la foule qui suit Boni Yahi. Parce que oui, la foule suit Boni Yahi, mais quand l'élection vient, c'est que le sort le grand jeu et continue pour dire, mais attention, si je dois aller affronter cette foule-là, évidemment, il se peut que je perde les élections. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je continue avec telle stratégie, soit, je ne sais pas si c'est quelle conformité, je ne sais quoi d'autre, et il arrive à gagner. Donc, évidemment, il y aura cette situation qui va toujours revenir. La brouille sera entre les deux personnalités. On va continuer à voir cette situation-là jusqu'en 2031. Si malheureusement, de toute façon, est-ce qu'il y a encore quelque chose, la possibilité de changer ça aujourd'hui? Jusqu'en 2031, vous allez voir que si c'est le candidat d'un des deux qui gagne, c'est que la rivalité va continuer. Maintenant, est-ce qu'un troisième larron peut avoir le parrainage sous prétexte qu'il est de l'opposition? L'opposition, le Parti démocrate n'ayant que les 28 députés, le nombre juste. Est-ce que Paul Humpin, qui veut négocier de l'autre côté là-bas, qui, avec sa candidature fait valoir en 2021, n'a pas réussi à avoir grand-chose, est-ce que c'est en 2026 que le peuple va lui faire confiance? Évidemment, c'est pas à espérer. Donc, malheureusement, la rivalité, la fin, c'est pas pour 2026. Alors, comment si on tient compte de la réalité qui se pose, ce qui se présente là maintenant, et même si il arrivait que c'est un troisième larron qui gagne même le pouvoir en 2026, le problème va se poser au prochain Parlement si toutes les formations politiques se retrouvaient au Parlement, le jeu va se jouer là-bas. Les gens vont encore commencer par redistribuer les cartes, de sorte à revoir leur parrain ou coach, si vous voulez, plus fort à partir de 2031. Comment les citoyens perçoivent-ils aujourd'hui cette rivalité au Bénin?
Non, le citoyen béninois, je ne pense pas, quand on parcourt en tout cas les rues, je ne pense pas que ce soit un sujet de discorde profond, je veux dire. Enfin, profonde, je veux dire. Il n'y a pas de problème en réalité au Bénin. Disons-nous clairement la vérité. Il peut y avoir d'autres sources de tension, je suis complètement d'accord. Mais les personnes de Talon et Yahi ne sont pas forcément des, comment on appelle, des problèmes. Que vous allez dans leur fief, que vous allez, enfin, dans les fiefs des uns et des autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore, malgré que ce soit par exemple le fief de Talon, il y a quand même des yaïstes là-bas, que malgré que ce soit le fief de Yahi, il y a encore des gens qui sont, on va dire, talonistes là-bas. Donc chacun, moi je ne pense pas que ce soit une profonde division. C'est cette jeunesse-là qui est instrumentalisée. Oui, on a souvent utilisé ce mot par rapport à la jeunesse, mais moi, excusez-moi, mais la jeunesse s'est laissée instrumentaliser peut-être à un moment. Mais l'autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est quoi? Prenez un peu, je prends par exemple comme ça, le président Yahi. Ne serait-ce que pour les démocrates, aller chercher à quelle heure ce pauvre monsieur se réveille le matin. Il commence comment on appelle, les audiences, les réceptions des personnalités. À quelle heure il va aller se coucher? Il met ses propres moyens dedans, ses forces, tout ce qu'il a. Il a choisi. Oui, il a choisi, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est là où je vais dire aux jeunes aussi de choisir. Parce que ces leaders politiques-là qui mettent leur propre bien même au service comment on appelle, c'est-à-dire qui devient complètement le bien commun du parti. Ils mettent leur bien, ils mettent leur argent, ils mettent leur personne et ils ne donnent presque pas. Et vous allez venir du jour au lendemain pour dire que vous allez les débouter comme ça sera un peu compliqué. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose aussi, pas les cotisations de leur parti. Voilà, qu'est-ce que vous apportez en tant que jeune aussi? Qu'est-ce que vous apportez à tous ces grands-là pour leur dire, ah mais attention, voilà, c'est vrai que, oui, c'est vrai que toi, la dernière fois, tu as envoyé les micros, mais aujourd'hui, c'est moi, j'envoie tel. Mais on ne fait rien. Bien au contraire. C'est peut-être le président du parti encore qui va mettre encore la main dans les poches pour dire, ok, à la fin du mois arrivé, voilà toi ton salaire. Voilà. Il faut appeler les jeunes dans les fonctions politiques. Voilà. Plutôt que de contribuer, de payer les cotisations, ils vont racketter le président du parti. Et quand vous rackettez quelqu'un, il vous manipule. Mais écoutez, il devient très fort, très puissant également. Voilà, maintenant à certains leaders aussi de savoir raison garder et de savoir que, attention, ça reste quand même des jeunes à qui nous devons donner une certaine éducation. Mais moi j'attire l'attention également de la jeunesse, je le dis sincèrement. S'ils ne veulent pas que ce soit les mêmes qui soient toujours à la tête, c'est à eux aussi de pouvoir s'exprimer, d'être prêts à mettre leur personne dedans, d'être prêts à mettre leur force, leur argent, leurs biens matériels et tout dans cette histoire-là aussi. Parce que c'est ce que les autres ont fait pour pouvoir s'imposer, pour faire des parties, des choses qui leur appartiennent. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir pour ça aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que s'ils ne le faisaient pas, que la vie politique serait quoi aussi? Disons-nous clairement la vérité, qui va l'animer? Voilà. Je vais dire même à certains jeunes, venez, on va faire une réunion politique. Ils vont te dire, non, je n'ai pas le transport, il y a ci, il y a ça. Mais le leader est obligé finalement de dire, bon, écoutez, si c'est ça, venez, si c'est le transport seul, c'est pas grave. Je vais dépêcher un cas et ça va se faire. Allez demander au président Talon ou bien au président Boni, ils vous diront, oui, c'est ce que nous faisons. C'est compliqué, c'est difficile. Voilà, donc il faudrait que la jeunesse aussi s'investisse. Maintenant, par rapport au troisième larron, moi je pense que c'est le coût normal, c'est le coût des choses qui va peut-être dégager le troisième larron. On ne va pas inventer un troisième larron. Oui, mais écoutez, le fait que Yahi et Talon aujourd'hui soient les deux grandes personnalités de la vie politique aujourd'hui au Bénin, mais on ne l'a pas inventé. Ça n'a pas été créé de toutes pièces, non. C'est le cours des choses qui a conduit à cela, c'est le destin du Bénin à un moment. C'est leur aura finalement qui a rejailli également sur la scène publique. Moi je pense que ça, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Enfin, ça fait partie de la vie d'un pays également. Et il y a beaucoup de pays qui sont passés par là aussi, où c'était deux grandes personnalités qui s'opposent. Vous prenez un peu la Côte d'Ivoire, aujourd'hui ça a été comme ça à un moment. Peut-être même depuis très longtemps, Gbagbo est dans l'arène, il y a très longtemps. Ça a été Gbagbo Oufoué, lui seul contre Oufoué. On le tabasse, on le met en prison, il ressort avec le bras plâtré, le cou comme ça. Et malgré ça, encore le lendemain, tu vois Gbagbo encore devant le public, quand il dit « ça ne va pas se passer comme ça ». Voilà, il disait ces choses. C'est fini avec l'autre, il est revenu. Donc,
il y a des personnes comme ça dont l'aura rejaillit sur la destinée également du pays. On ne peut pas. Je ne parlerai pas d'aura Oumar Déandjou. Il faut qu'on soit clair. Oui, mais c'est quoi le cas Houphouët-Boigny et Gbagbo, vous comprenez que Houphouët-Boigny était bien bon poulain de la colonisation. Et comme comme beaucoup de chefs d'État à l'époque étaient imposés à la tête des pays, et il n'y avait pas de marge de manœuvre pour que d'autres personnes puissent lever la tête politiquement parlant. Dans le contexte béninois dont nous parlons aujourd'hui, s'il n'y avait pas question de parrainage, ne pensez-vous pas qu'on pouvait avoir la possibilité d'avoir un autre candidat issu de la société civile ou de la population? Attendez, donc quand vous dites qu'on n'a pas voulu ça, on n'a pas préparé ça, que c'est quelle aura? Non, attention, chacun de nous a une aura qui dans ce pays, qui quand même fonctionne. Je dis, le contexte du parrainage... Quels sont vos visées politiques? Non, je ne suis pas candidat. Je ne serai pas candidat non plus. Mais ce que je vous dis, si on enlève, exemple simple, puisque vous avez dit qu'on n'a pas voulu, on n'a pas voulu. Si on enlève le parrainage du là, est-ce que vous ne pensez pas que Eda qui dit qu'il est candidat là, il peut aller aux élections facilement? Corvi peut se lever pour aller aux élections facilement. Richard Boni Oro, s'il n'était pas en difficulté, pouvait aller aux élections facilement. Et s'il n'y avait pas parrainage en 2021, Rekia Amadou n'avait pas à attendre un parrainage. Joël Yvon n'avait pas à attendre un parrainage. Donc c'est pourquoi je reviens toujours pour dire, il y a des dispositions qui, quelque part, même si nous dénonçons, arrangent un peu l'opposition de Boni Yayi au point où eux, ils sont les seuls aujourd'hui de l'opposition à pouvoir avoir des candidats. Et ce qui confirme que le duel se passe entre le camp Boni Yayi et le camp de Patrice Talon, parce que quand vous allez de l'autre côté, c'est le camp de Patrice Talon qui a la majorité des élus également. Pas vous pouvez à tout faire, à beau faire de courir dans tous les sens pour dire que désormais il ne sera plus de l'opposition, qu'il a combattu Boni Yayi, Patrice Talon pendant 10 ans et que finalement il veut diriger avec la nouvelle équipe et qu'il va aller chercher parrainage là-bas. Il sait très bien qu'il ne pourra pas avoir grand-chose. Donc, pour moi, je ne le dis pas parce que, oui, c'est vrai que c'est les personnalités à respecter, mais j'ai continué de dire, commencer par dire que depuis 2006, là, que nous avons laissé nos destins entre les mains des deux personnalités. Et quand bien même il y a eu brouille entre les deux, c'est qu'ils ont continué à contrôler. Et ils continueront à contrôler si en 2026, le scénario là, ne change pas et qu'on n'a pas d'un troisième larron qui pourrait être candidat éventuellement. Bon, attendons de voir quand même, hein, parce que quand même au niveau du parti Bloc républicain, ils ont beaucoup de députés, ils ont eu députés, le nombre juste pour parrainer, mais en même temps ils ont des maires. Le parti UP le renouveau aussi à ça. Est-ce que véritablement, après le choix qui sera opéré par Patrice Talon, est-ce qu'on n'aura pas un troisième candidat qui va sortir de nulle part, qui aura le parrainage également? Parce qu'on attend de voir. Est-ce que le camp Olivier Bokor, aujourd'hui en difficulté, a déjà dit son dernier mot? Autant de choses sur lesquelles nous pouvons en tout cas réfléchir. Mais j'estime que ce n'est pas une question de aura qui a supplanté tout. Ce qui s'est passé avec cette affaire de parrainage contraint les gens, en tout cas empêche les gens d'être candidats, empêche le fait qu'on ait un troisième larron. S'il n'y avait pas ça, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se lever pour être candidats. Il y a bien des gens qui sont dans ce pays qui sont des têtes bien faites. D'accord? Et qui ne seront, même quand vous allez voir peut-être le dieu de candidature de Boni Yayi ou de Patrice, vous vous rendez compte que, mais il y a d'autres personnes dans le pays qui sont mieux que ces personnes. Mais malheureusement, cette question de parrainage empêche ces personnes d'être candidats. Merci Roland. Vous avez un mot, un dernier mot? Je suis en partie d'accord avec Laurent. Le fait que le contexte, ou bien si vous voulez, les tests aujourd'hui ne permettent pas à tout le monde d'être candidat. Ben bon, c'est pour régler un problème. Ça, on a essayé de se défendre chacun à ce niveau-là. Et on a dit aussi tout ce qu'il y avait comme limite par rapport à ces tests-là. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Dans certains contextes, il y a certaines personnalités qui s'imposent. Dans le contexte que vous avez décrit, où Houphouët était le bon petit, on va dire, de la France, et Gbagbo, ces deux-là s'imposaient parce que lui, il avait décidé, parce que Gbagbo l'avait décidé. Parce qu'il n'y avait pas de test, voilà. Il n'y avait pas de test là-bas. Il n'y avait pas de quoi? Test là-bas qui empêchait d'autres personnes d'émerger. Vous savez très bien. Oui, mais n'importe qui pouvait se lever aussi pour dire que je m'oppose à un bon syndicaliste. Il faut quand même préciser que c'est un bon syndicaliste. Oui, et qui titille à bouffer, ce que je dis, c'est quoi? C'est que la relève, les jeunes là, peuvent décider d'émerger eux-mêmes, d'aller au devant de la scène. Voilà, s'exprimer déjà. Et batailler dans les partis, s'imposer dans les partis, mettre de leur personne, comme l'exemple qu'on a pris ce matin avec Gbagbo, il a mis sa personne et tout ceci a besoin des moyens. Il trouve ces moyens où?
Oui, mais les autres ont trouvé les moyens, ou Gbagbo a trouvé les moyens, où il était simple professeur. Il avait quoi? Il s'est imposé sur l'arène politique de la Côte d'Ivoire pendant près de 40 à 50 ans, et il est là, il est présent. Gbagbo voilà. n'est pas simple professeur. Il est quoi? C'est pas un homme d'affaires, il n'est pas immensement riche. Il a mis de sa personne. Ce que je dis, je répète, si vous voulez faire de la politique, c'est un sacerdoce. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le contexte est là, vous trouvez le moyen malgré tout de vous imposer. Si malgré ce contexte-là, le président Yahi arrive à porter quand même les démocrates et ils ont 28 députés qui leur permettent finalement d'être candidats, il faut le leur reconnaître. C'est vrai qu'il n'est pas tout seul aussi. Il y a tout un soutien derrière. Il y a Rikondete, il y a Nourenou Achadé, il y a tout ce monde-là qui est derrière aussi. Il y a Gimi Tokpe, il y a tout ce monde. Voilà, il y a même le fils du président, Yahi également. Et comment il s'appelle? J'oublie son nom. Chabi qui est derrière aussi. Donc ils sont tous là qui soutiennent donc l'image qui est l'image des démocrates aujourd'hui, c'est pratiquement le président Yahi. Donc l'image des démocrates qui était le président Yahi, ils l'ont tous soutenu. C'est vrai. Mais à un moment, il faut dire que d'autres aussi essaient d'émerger, essaient de se faire entendre. Ça fait partie aussi du jeu politique. Ne dites pas que non, parce qu'il y a le contexte, on ne peut pas... Ce que j'ai envie de vous dire. On peut toujours. On peut toujours. Et puis, si vous sautez tous les verrous qu'on a mis aujourd'hui... avec les tests, si vous sautez tout, mais c'est tout le monde encore qui va recommencer à être candidat. Même moi, je vais me lever du jour au lendemain, je vais dire, bon, le journalisme, ça suffit, c'est la politique qui paye, allons-y. Parce qu'à un moment, c'était ça. À un moment, dans le pays, c'était ça. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous avez cité Chabi Yahi, c'est son père, Boni Yahi. Oui, c'est son père. C'était Nourenou Achadé, qui a son parcours politique. Oui. Et Eric Oudete, qui a également son parcours. Donc, tout ça là. Mais il y a d'autres jeunes dans le parti qui ne peuvent pas parler, ou bien quand ils parlent, on les prend pour des rebelles. Vous parlez de qui? Quand je prends Saka Saleh, oui. Quand il parle aujourd'hui, il ose monter le ton. Et pour parler, pour dire ce qu'il pense, on le traite de rebelle. Ça veut dire quoi? En réalité, le problème qui se pose, le problème est profond. Mais est-ce qu'il le fait ou pas? Non. Il arrive à le faire, c'est son droit de le faire. Oui, le problème. Et c'est ce que moi je dis. Il arrive à le faire. Que tu sois UPR et que tu penses qu'il y a des choses qui se passent, tu le dis. Moi, c'est vrai que de temps en temps, on tourne les propos de M. Korovi quelquefois. Enfin, on fait de l'humour avec. On vous parlera de discipline de groupe. Voilà, mais ça reste, oui, je suis d'accord, mais ça reste quand même une voix plutôt. Je vais parler de discipline de groupe. Soumission de groupe. Bertin Korovi, à l'image de Saka Saleh dans les démocrates, c'est la voix dissonante également au niveau donc de comment on appelle de la mouvance présidentielle. Et moi je pense que c'est normal comme ça aussi, parce que c'est l'expression aussi de la démocratie dans les formations politiques, qu'il y ait des voix, malgré qu'on ait la même vision, malgré qu'on voit dans la même direction, mais qu'il y a des petites nuances que un ou deux peuvent se lever et dire. Et moi je pense que c'est ce que la jeunesse aussi doit faire s'ils veulent se faire entendre. Bertin Korovi, c'est un monsieur qui sait se battre. Oui, mais c'est ce que je dis. Attendez, donc il faudrait que la jeune génération prenne de la graine sur lui aussi. Non, Bertin Korovi n'attend rien à proprement parler. Oui. C'est pour ça qu'il a le courage de parler parfois, parce qu'après, il va se retrouver à Zanzibar, quelque part, en train de créer son argent. Dieu sait, chaque fois qu'il change le titre là, ce que ça lui rapporte. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu, tout le temps, il change toujours, et puis on l'a vu en Guinée, et puis après, il est devenu chèque. Vous ne savez pas ce que ça lui rapporte. Quand il change chaque fois de statut. Et lui, je pense qu'il a les moyens de faire ce qu'il fait là. C'est ça politique. Il y a des jeunes qui ont le potentiel d'information politique, mais ne peuvent pas parler comme Korovi. Ce n'est pas possible. Ils le disent, ils seront grillés. Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que les leaders prennent eux-mêmes la décision et la volonté de positionner davantage les jeunes. C'est vrai qu'on peut tout reprocher à Patrice Talon. Mais quand il est venu au pouvoir, on a pu voir le nombre de jeunes qu'il a promis dans son gouvernement. C'est une volonté politique. D'accord? Et c'est vrai que, compte tenu des acteurs politiques avec qui il devait dealer pour faire passer ces lois, comme l'être à la poste à l'Assemblée nationale, il a été obligé de repartir voir les anciens qui sont au Parlement. Et oui. Mais vous allez voir qu'en 2023, il a été très stratège en essayant de mettre quelqu'un, c'était pas mieux, hors d'état de nuit. En contraignant même des gens à une retraite anticipée politiquement parlant. Donc, oui, évidemment, c'est la volonté politique. En réalité, les jeunes n'ont pas les leviers en main. C'est les acteurs politiques, Boni Yahi, Patrice Talon et Biotchane, qui doivent décider. Si vous voulez, Joseph Diagbounou, même si Joseph Diagbounou
Il est entre la jeune génération et la vieille je ne veux pas ça. Je parle de Joseph Diagonou et Biotchani qui répondent de Patrice Talon, évidemment, parce qu'ils sont présidents de partis politiques, mais ils ne peuvent pas prendre décision à 100% quand même. Donc oui, évidemment, il faut une volonté politique, une décision politique pour davantage positionner les jeunes. Mais il revient aussi aux jeunes d'être davantage sérieux. Parce que quand vous regardez 2023, quand vous prenez 2023, je ne vais pas citer de noms. On a vu des noms circuler où on a dit on a remis de l'argent pour la campagne pour les jeunes. Un groupe est allé partager l'argent et puis après les autres jeunes disent on n'a pas pris l'argent, on dit on a pris. Et c'est une formation politique de la mouvance. Hein. Donc vous voyez un peu. Et évidemment au niveau de l'opposition, vous allez voir des jeunes qui se combattent pour des questions de leadership. Ils se combattent. Allez dans MPL, ils se combattent pour les questions de leadership. D'ailleurs, même, vous allez voir Korogoné qui en veut à Tébé et autres dans MPL aujourd'hui. Allez dans le démocrate, vous allez voir tel qui en veut à Saka Salé, et tel qui en veut à Guy Toko, et tel qui en veut à Kamel Ouassangari. Autant de choses. Donc, il y a aussi cette question de leadership entre les jeunes aussi, qui constitue un terreau favorable pour les autres acteurs politiques, et qui s'offre sur ça maintenant pour continuer à toujours se maintenir. Merci Roland Tonéi. Un dernier mot. Juste vraiment un dernier mot. C'est là où c'est la dernière partie des propos de Laurent, c'est là où je suis complètement d'accord avec lui. Moi, je suis jeune aussi. Je ne vais pas quand même jeter de l'opprobre sur toute la jeunesse, mais on sait comment est-ce que ça se passait dans l'arène politique dans le temps. On sait comment est-ce que les gens étaient derrière, par exemple, derrière maître Adrien Oubédi, juste pour pouvoir l'escroquer. Juste pour pouvoir l'escroquer, on le sait. Ils sont là, ils se disent jeunes, ils ont envie de faire, mais leur seul objectif, c'est l'esprit socha doucha, pour parler un peu fort. Qu'on a. Donc, vous voyez, et quand vous allez dans une formation politique avec... Quand vous allez dans une formation politique avec cet esprit-là, vous pensez que ça va donner quoi comme résultat? Ça va pousser finalement les leaders aussi à se rétracter, à dire mais j'ai fait confiance à tel, voilà comment c'est fini. J'ai fait confiance à l'autre, voilà comment c'est fini. C'est aux jeunes d'être très sérieux, comme le dit Laurent. Il faut être sérieux. Si on veut prendre la place, il faut montrer du sérieux. C'est le sérieux de certains leaders qui ont fait qu'aujourd'hui, sur le plan international, dans leur pays, partout dans le monde, ils sont arrivés à s'imposer en partant de rien. Je le dis, je le répète, il y a beaucoup d'exemples qui sont partis de rien, mais absolument rien, mais qui ont été portés également par des mentors, parce qu'on ne réussit pas forcément aussi sans mentor. Ils sont donc là comme pour vous, en tant que leader des partis politiques, c'est des mentors. Et donc, vous accrochez à ces mentors-là et vous donnez également de votre personne. Mais si vous ne donnez pas de votre personne dans le parti, vous êtes assis dès que comment on appelle, la personne qui est à la tête du parti dit « Ok, on va faire telle chose », tout le monde fait comme ça. « Oui, on va faire telle chose, il n'y a pas de problème ». Personne n'est prêt à mettre de l'essence dans sa moto ou bien dans sa voiture pour essayer aussi d'aller... Donc, à partir de ce moment... Voilà, c'est ça aussi le problème. Et quand on donne l'argent du budget, ils dépensent le car, le reste c'est pour aller acheter voiture. Merci à Oumar Adeyandjou.